Alors, je ne sais pas trop comment continuer après ça. Vraiment, bravo. Tout est là. C'est à la fois très simple et très compliqué. C'est vrai qu'il reste des choses à faire, mais je pense qu'on est rendu là. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là. Merci. Merci de votre présentation. Je pense que je vais redire un peu ce que vous avez dit en différents mots. On m'a demandé aujourd'hui, en fait, comme objectif, vous voyez mes conflits d'intérêts, de réfléchir un peu sur les grands enjeux qui touchent les cliniciens. Donc, on aille du plan d'action vers un peu au jour le jour, comment ça va s'opérationnaliser dans nos services et quels sont les grands enjeux. Ceux qui me connaissent connaissent ma grande capacité de concision, c'est-à-dire très absente. Donc, j'ai voulu essayer de regrouper. Évidemment, vous les avez vus, les enjeux, et il y en a beaucoup plus que ça. Mais je vous propose qu'on les regroupe en 4 grands thèmes. La philosophie d'intervention, comment avoir un traitement intégré du TUO, comment adapter et assouplir nos services et comment optimiser le spectre des molécules offertes. Alors, je vous résumerai ça avec les 3 A, finalement, l'accueil, l'accès et l'adaptabilité ou la flexibilité de nos services. En fait, j'ai envie de commencer en vous demandant pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Ou, autrement dit, pourquoi vous avez choisi d'œuvrer auprès d'une clientèle qui, malheureusement, est encore hautement victime de stigmatisation. Je fais l'hypothèse, j'aime à penser que c'est parce que vous savez déjà que la toxicomanie, c'est un phénomène hautement complexe qui englobe les déterminants sociaux de la santé, les politiques publiques, l'histoire, la culture, et c'est un phénomène qui va bien au-delà, voire qui n'a peut-être pas tant rapport que ça avec la motivation et encore moins des enjeux moraux. Quand les gens arrivent à nous, souvent, et les données nous le montrent, ça fait des années qu'ils cognent aux portes, ça fait des années qu'ils sont aux prises avec un problème de dépendance. Vous l'avez entendu tout à l'heure, quand ils arrivent à nous, ils n'ont pas envie d'être vus comme un toxicomane, ils ont envie de rencontrer un être humain, ils ont envie d'être vus comme une personne qui se définit bien au-delà de la toxicomanie. On ne sait pas grand-chose en dépendance aux opioïdes, mais s'il y a une chose qu'on sait, c'est que, en dehors de tous les traitements, les types de thérapies, les approches, ce qui fonctionne, ce qui est démontré, c'est votre capacité de créer un lien avec la personne devant vous. Peu importe la thérapie que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez être capable de créer ce lien de confiance-là? Et je pense que ça, c'est notre plus grand défi actuellement. Comment, dans les mégastructures, ça revient un peu, Sophie, à ce que tu disais tout à l'heure, comment dans les mégastructures, comment dans les réorganisations, comment dans un système aussi où il y a beaucoup d'interchangements, toute infirmière est interchangeable par ailleurs, tout travailleur social, comment on peut remplacer ça par une relation thérapeutique, par un lien one-to-one qui doit se conserver à travers le temps, parce que oui, au début, on y va à petits pas, et peut-être qu'en apprenant à se connaître à travers les années, c'est là qu'il va se passer des choses. Et donc, notre défi, ou en tout cas notre enjeu, c'est comment ne pas laisser la machine, les formulaires, la maudite vitre de plexiglas, la secrétaire qui s'est levée un matin, puis ça ne tente pas, se mettre dans le chemin des usagers, de l'accueil, du fait que la personne qui va arriver, elle va se sentir, peu importe la porte à laquelle elle cogne, elle va se sentir bienvenue, même si ça veut dire être mis sur une liste d'attente, même si ça veut dire faire 200 km pour revenir dans 2 jours, elle va avoir au moins le goût de revenir parce que ça va s'être bien passé. Rappelons-nous humblement que plusieurs de nos usagers ont eu des expériences moyennes avec le réseau de la santé, pour ne pas dire des fois humiliantes, et quand ils arrivent à nous, ce qu'on veut à tout prix et sur lequel il faut qu'on soit non négociable si on veut que ça se passe bien. On veut que la personne se sente accueillie, on veut un sourire, un contact humain, le moins de boîte vocale possible, le moins de vitre de plexiglas. Vous comprenez ma haine de la vitre de plexiglas.
Parce que c'est ça qu'on veut dire. On veut dire bienvenue, on veut dire bonjour, on veut dire on est content que tu sois là, puis à partir de maintenant, on va y aller ensemble, puis on va développer quelque chose. C'est la chose la plus simple. C'est l'outil qu'on a. On est tous capables demain de faire ça. Puis malheureusement, c'est quasiment une des choses les plus compliquées. Comment on continue férocement à se battre pour que l'individu ait la primauté sur toutes nos affaires, puis nos formulaires, puis nos questionnaires, puis nos patentes. L'autre chose, c'est comment on s'attache. Donc, vous avez entendu dans le plan d'action, on parle de la primauté de la personne. J'ai entendu dans la vidéo, la personne accompagnée est la seule experte de son expérience. On parle des objectifs de qui quand on est en traitement de la dépendance aux opioïdes? C'est quoi un traitement de la dépendance aux opioïdes qui a un succès, qui fonctionne? Il n'y en a pas de réponse. La réponse est dans la personne qui est devant vous. Pourquoi elle vient? Qu'est-ce qu'elle veut? Y a-t-il vraiment, est-ce que dans un contexte où il y a des décès, où il y a beaucoup de contamination des drogues, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de retourner quelqu'un de bord en disant non, ça, c'est pas une bonne motivation ou on trouve que tes objectifs sont pas des objectifs louables. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre ça ou est-ce qu'on veut pas prendre tous les momentum qui s'offrent à nous pour commencer quelque chose? On sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Ça finira peut-être pas là où on aurait voulu, mais ce n'est pas si important que ça, parce que l'important, c'est de se coller à la personne. Et de passer donc à votre gauche d'un endroit où on est ensemble, puis on jase du plan d'intervention de la personne, puis qu'est-ce qui serait mieux pour elle à l'usager au même titre que les autres professionnels, avec des outils différents, qui est là dans la discussion, puis qui nous fait part de ses objectifs, qui est certainement la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour elle et là où on va s'en aller. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien puis qu'on ne fait pas d'intervention. Ça veut dire qu'on utilise nos outils pour avoir une conversation, des fois une négociation, mais qu'on est ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui tire ou qui pousse dans le dos de l'autre. On est côte à côte avec chacun des outils différents, puis on s'en va sur le chemin, puis on va avoir du fun, puis on verra bien où est-ce qu'on se rend. Tant que ça va mieux, tant que tu es bien. L'autre chose qu'on sait, pour laquelle la littérature est assez claire, c'est que le traitement de la dépendance aux opioïdes est un puissant outil de rétention en traitement et de termes médicaux de compliance à plusieurs molécules. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études en hépatite C, en VIH, qui nous montrent que les gens qui sont sous traitement de la dépendance aux opioïdes, comme ils vont beaucoup en pharmacie, bien, c'est plus facile à ce moment-là pour eux de prendre régulièrement leur traitement et d'avoir accès à d'autres soins. Un de nos défis, où actuellement on va vite, on veut voir beaucoup de patients, on veut faire des chiffres, c'est d'attraper cette opportunité-là. On a des gens qui ont peiné à avoir accès aux soins, qui finalement sont avec nous en traitement et qui, comme vous le savez, ne viennent pas juste avec une dépendance, qui viennent avec des enjeux d'infection des tissus mous, des enjeux de problèmes de santé mentale, des problèmes d'hépatite C. C'est une opportunité en or pour faire une offre de service complète. Et ce que vous voyez au milieu, c'est la base des soins qui devraient peu à peu être offertes autour du traitement de l'usage des opioïdes. Et si vous remarquez bien, on est pas mal dans un rôle nursing complet. Donc, comment est-ce qu'on peut, au Québec, mieux déployer le rôle professionnel des infirmières, qui sont celles qui vont faire la vaccination, le dépistage. Avec la nouvelle prescription infirmière, on est capable d'aller dans le traitement des ITSS, des plaies, on va dans la contraception. On a un outil phénoménal au Québec. On a longtemps dit on ne peut pas faire de traitement de la dépendance, on n'a pas de docteur. Bien, on se rend compte qu'il y a pas mal d'affaires qui peuvent être faites avec une équipe solide puis avec une infirmière solide. Donc,
ne pas passer à côté de cette opportunité-là d'offrir au-delà. Parce que c'est pas vrai que c'est simple pour nos patients d'aller chercher des soins, puis d'aller à gauche pour la gynéco, pour le stérilet, puis à droite pour l'hépatite C avec le gastro-entérologue, puis en haut, chercher le microbiologiste pour le VIH. Donc, de tenter d'intégrer nos soins petit à petit, des petits pas, et de bonifier le rôle des infirmières. Adapter et assouplir nos services. En fait, ce que je veux dire ici, c'est notre défi aussi de rester vraiment à l'affût de qu'est-ce qui empêche les gens de se rendre à nous et qu'est-ce qui fait que les gens ne restent pas avec nous. De rester toujours dans ce questionnement-là, voire même d'avoir ce questionnement-là avec les usagers, parce que si vous voulez savoir c'est quoi les meilleures heures d'ouverture à avoir, ou si vous voulez savoir c'est quoi le meilleur lieu pour implanter, votre nouveau service de TDO, demandez aux usagers, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, écoutez, ici, nous, il y a beaucoup de travail du sexe, puis ça ne nous tente pas de venir en après-midi parce qu'on travaille l'après-midi et puis on serait prêt à venir le matin. Ils vont vous dire, si c'était au centre-ville, si c'était à telle place, dans un organisme communautaire, on se sentirait peut-être plus à l'aise de venir que dans un milieu formel qui nous rappelle plein d'affaires. Posez la question, puis vous allez pouvoir adapter vos services. Mais l'autre chose, je pense qu'on a à regarder et qui est un grand défi, c'est de ne pas laisser nos processus administratifs se mettre dans le chemin de l'accès. Oui, on a des formulaires à remplir, oui, on a des processus d'admission, mais n'en tient qu'à nous de les morceler ou de les adapter à la situation des usagers. Après ça, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir avant de commencer un traitement de la dépendance aux opioïdes puis de prescrire la molécule? Une autre chose qu'on sait, c'est que quand on rapproche la prescription de la demande, on retient les gens en traitement, puis ils reviennent pour toutes les autres patentes qu'on a le goût de faire après. Et donc, de quoi avez-vous vraiment besoin avant de commencer de la méthadone ou de la Suboxone? Avez-vous vraiment besoin de savoir les traumatismes d'enfance? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire l'histoire longitudinale du père, de la mère? Ou est-ce qu'on n'a pas besoin de savoir est-ce que la personne est dépendante aux opioïdes? Qu'est-ce qu'elle veut comme médicament? Est-ce qu'elle comprend un peu dans quoi elle s'engage? Est-ce qu'elle a de l'analoxone? Oui, correct. Le reste, on a pas mal toute la vie pour le faire ensemble parce qu'on a un traitement qui va durer longtemps, fait qu'on s'en jasera à travers le temps. Aller vers, on l'a dit, ça revient un peu aussi à se poser la question, qui n'arrive pas jusqu'à nous? Et comment est-ce qu'on peut aller chercher ces gens-là? Il y a des travailleurs de milieu dans la salle, il y a des intervenants communautaires, il y a des pairs. On a plein d'outils puis plein de gens dont c'est la force, qui sont capables d'aller chercher les usagers, de les accompagner, de faire une certaine médiation culturelle aussi, de faire en sorte que ça se passe bien, ce fameux premier contact. Et je pense que ces gens-là sont sous-utilisés et qu'on gagnerait à travailler mieux ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, quitter le fameux principe de la bonne demande, la bonne motivation. Le patient s'en va en prison, il veut un traitement, il n'est pas vraiment motivé. Changer cette optique-là pour dire chaque demande est une bonne demande, chaque opportunité d'intervention est une opportunité de commencer quelque chose, puis on regardera après le reste et on se rend compte que nos mauvaises demandes, finalement, ils mènent à pas mal d'affaires le fun aussi. Et donc, de ne pas trier les bonnes et les mauvaises, puis d'y aller dans tous les momentum qu'on est capable d'avoir. Et le plus important, peut-être, c'est le fameux one size fits all ou le fameux guideline. Notre enjeu, c'est la réponse à qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui ne se présente jamais à ses rendez-vous? Qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui arrive toujours en retard? Qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui est constamment en redosage, il perd sa prescription, il devient inactif, on recommence? Qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui consomme en traitement? Bien, il n'y en a pas de réponse à cette question-là. La réponse, elle est dans l'individu, dans la discussion, puis il y a autant de réponses à ces questions-là qu'il y a de personnes. Mais encore faut-il avoir cette conversation-là et à faire attention à, ici, c'est comme ça qu'on fait, notre protocole nous dit que oui, on a des lignes directrices, oui, on a des protocoles, oui, on a des façons de faire. Je ne suis pas en train de vous dire
que c'est le free-for-all, qu'on fait n'importe quoi, mais je pense que le jugement clinique puis l'individualisation de l'intervention doit primer. Et c'est vraiment un enjeu dans un momentum où, effectivement, on a souvent des règles institutionnelles très, très claires. Donc, comment on peut sortir de ces règles-là pour le bien-être de la personne qui est devant nous? Il y a des endroits dont on ne parle pas souvent. L'hôpital, la prison sont sous-représentés ici aujourd'hui et c'est probablement des lieux qu'il va falloir investir parce que nos usagers vont à l'hôpital puis nos usagers vont en prison aussi et ça ne se passe pas toujours bien. Et effectivement, c'est comme si la médecine de la dépendance, la médecine de la dépendance ou les interventions psychosociales en dépendance, c'est comme si ça n'existait presque pas ou ça n'avait pas lieu d'être dans ces endroits-là, alors que vous savez comme moi qu'il y a plein de momentum qu'on peut prendre. On a tellement d'opportunités manquées qu'on manque avec les hospitalisations, les visites à l'urgence et les prisons actuellement. Donc, c'est un de nos défis, ça va être d'investir ces endroits-là. Et je termine avec le spectre des molécules. Vous l'avez entendu un petit peu dans la vidéo des usagers. C'est pas comme si on pouvait se targuer d'avoir un beau spectre de 52 pilules qu'on peut offrir à nos usagers. En diabète, en hypertension, on croule sur le nombre d'opportunités thérapeutiques qu'on a pour nos patients. Là, on en a 2. Et donc, je pense qu'il faut reconnaître, qu'il existe d'autres molécules qui ont été étudiées, qui sont disponibles ailleurs dans le monde, qui sont, quand on regarde les études, pas mal béton pour certaines de celles-ci. Je ne pense pas qu'on peut se permettre de se passer d'avoir d'autres choix thérapeutiques. Et donc, j'ai entre autres à votre extrême gauche en tête le Cadian, qui est la morphine à libération lente, qui est une 3e option qui est maintenant dans les lignes directrices canadiennes, dans les lignes directrices de la Colombie-Britannique, et qui est très peu connue actuellement. Et je ne pousserai pas ma loque jusqu'à vous dire qu'on en a d'autres options qui s'appellent le traitement de la dépendance via des molécules injectables, mais on a, dans un contexte, vous l'avez bien entendu, où le marché est contaminé, où il y a du fentanyl à plein d'endroits. On est allé à Ottawa il y a 2 semaines. Ils nous ont dit on a de l'acrylfentanyl, ça nous prend 8 doses de naloxone pour le renverser. On n'est plus capable de doser nos patients sur méthadone. Leur tolérance est trop haute. On ne peut pas se permettre de se passer de ces molécules-là, le Cadian, l'héroïne injectable, le dilodide injectable. Dans notre offre tellement minime de traitement, il faut qu'on soit capable d'avoir tout ce qui existe, tout ce qui est evidence-based, parce que, effectivement, vous l'avez entendu, ce n'est pas tous les usagers qui sont confortables avec les 2 molécules qu'on a actuellement. Et donc, sur ce, je nous souhaite et je nous prescris tous, avec ce nouveau plan d'action, avec ces nouvelles argents-là qui descendent, de continuer et de compulsivement s'attarder au fait que nos services demeurent accueillant, à portée humaine, qu'on vise un traitement intégré, qu'on prenne cette opportunité-là pour offrir au-delà du traitement de la dépendance aux opioïdes et qu'on vise toujours à regarder, à être le plus accessible possible et le plus flexible possible avec une offre le plus diversifiée de molécules. Merci beaucoup.